Bonjour à tous et bienvenue sur le site de Ouest France. Au travers de l'écran s'affichent trois visages bien connus des amateurs du basket. Parmi eux, il y a deux Normands et il y a Georges Eddy. Bonjour Georges. Bonjour. Et merci beaucoup d'être parmi nous. Il y a aussi deux grandes voix du basket reconnaissables parmi mille. Et il y a Eric Fleury. Salut Eric. Salut à tous. Enfin, il y a deux grands joueurs par le talent, deux anciens professionnels. Et il y a Pierre Salzman-Crochet. Salut Pierre. Salut. Il y a au moins deux choses qui vous... Comment le prendre? Il y a au moins deux choses qui vous réunissent, c'est la passion pour le basket et le camp BC que vous avez accompagné à différentes étapes de votre vie. C'est pour le camp BC et plus précisément pour évoquer la salle qui l'abrite depuis 1968 qu'on a souhaité vous réunir cette semaine. Car à l'échelle de Caen, il y a une révolution de palais qui se prépare. En septembre, une nouvelle salle de 4200 places accueillera le CBC et fera de l'ombre à ce vieux palais des sports que les Canets aiment tant. C'est de ce palais des sports dont on va parler aujourd'hui. À Caen, tout le monde ne le sait pas, mais Georges Eddy a évolué dans cette salle entre 1980 et 1982 sous le maillot du CBC. Plus de 40 ans après, quel souvenir cette salle fait ressurgir en vous, Georges? Que des bons souvenirs. C'était mes 2 meilleures années en première division grâce à deux super coachs. D'abord Jean Gall qui m'a lancé à ce niveau-là, ou qui m'a relancé plutôt. Et après Lloyd King qui a apporté toutes les méthodes du grand coach John Wooden à Caen. Donc j'ai énormément appris auprès de ces deux grands coachs et énormément progressé à tel point que à un moment, j'ai été un peu le chouchou du public en sixième homme qui arrive pour faire le shoot pour aider l'équipe à remonter la pente. Et j'ai adoré jouer ce rôle devant ce public enthousiaste. Et Eric, vous avez enfilé beaucoup de casquettes au sein du CBC, alors à commencer par celle de simple spectateur lorsque vous étiez gamin et ado. C'est quoi les premiers souvenirs que tu as du palais? Les premiers souvenirs que j'ai du palais, c'est partir avec mon petit sac en plastique avec 2 sandwichs dedans avec mon papa et mon frère. Et on descendait, on habitait à Venoy et on descendait à pied au Palais des Sports. On était dans les années 72, 73 et on allait voir tous les matchs du CBC à l'époque. C'était l'époque de Charles Tassin. Alors il y a eu avant Norwood et Sandford, mais moi je les ai pas connus. Et puis après il y a eu toute l'époque Jean Gall, Georges que j'ai vu jouer. J'ai eu la chance de voir jouer. Et heureusement qu'à cette époque-là, la ligne à 3 points n'existait pas parce que Georges aurait fait des cartouches. Vu le nombre de 3 points qu'il enquillait à chaque match. Moi, je me rappelle, j'étais tout minot et tous ces joueurs que j'ai vus dans ce palais des sports qui étaient en feu, à l'époque, en feu, parce qu'il était plein, je me disais, j'aimerais être à leur place. En fait, c'était la fête. Hein. Moi, j'ai un souvenir de ces files d'attente. On arrivait à 5h30, 6h pour les matchs qui commençaient à 8h, 8h30. On faisait la queue, comme ça existe encore aujourd'hui, un petit peu de temps en temps au CBC. Et j'ai souvenir de cette salle qui se remplissait. Et à l'époque, il y avait un nuage de fumée dans la salle parce qu'il y avait l'autorisation de fumer dans la salle et les gens fumaient dans le palais des sports. C'était incroyable. Donc effectivement, aujourd'hui, une page va se tourner et moi, j'y ai vécu en tant que gamin des choses extraordinaires, après en tant que joueur, et après en tant que dirigeant, etc. La suite, on la connaît. Georges, vous me parliez il y a 3 semaines d'un public enthousiaste, ouais. Il y avait vraiment une communion immense entre le camp BC et son public. Oui, parce que ça faisait plusieurs années que quand on jouait le haut du tableau en première division, on a entendu parler des fameux Sandford et Norwood, ces Américains qui avaient un niveau exceptionnel par rapport à cette époque-là. Donc ils faisaient venir un public nombreux. Et avec Jean Gall et avec les coachs précédents, ils ont joué les toutes premières places du championnat. Donc, les 2 années où j'étais là, on était plutôt au milieu de tableau, mais on pouvait exister face à des grandes équipes comme Le Mans ou Tours, et ça faisait des derbies extraordinaires. Quand Le Mans, quand contre Tours, plein à craquer la salle, des gros papiers, des pages entières dans l'Ouest France pour présenter le match 2 ou 3 jours, même avant l'événement.
les frères Beugnot, tous ces énormes joueurs de cette époque. Je me souviens avoir joué contre Dubuisson, Alain Gilles, tous les meilleurs joueurs de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans le basket français, tous les meilleurs Français restaient en France. Il n'y avait pas la loi Bosman. Donc, ils n'étaient ni en NBA, ni dans les autres grands clubs de EuroLeague. Tous les meilleurs joueurs français jouaient en France et il n'y avait que 2 étrangers. Donc, généralement, c'était 2 Américains qui avaient déjà joué dans la NBA ou au plus haut niveau universitaire. Donc, c'était des joueurs étrangers d'un niveau nettement supérieur aux joueurs étrangers qu'on trouve actuellement, par exemple, en championnat de France de première division. Et Eric, qu'est-ce que le gamin de l'époque reniflait quand il était au Palais des Sports? Alors, tu disais l'odeur de tabac, l'odeur de sueur, sans doute aussi un petit peu. C'était un mélange de plein de choses. Ah oui, c'était un mélange de plein de choses. Et puis j'ai des attitudes aussi de joueurs que j'ai vues quand j'étais enfant. Yves-Marie Vérove, qui était un chien sur un terrain, qui lâchait jamais rien. J'ai vu Victor Boistol. Il y en a eu tellement. Et puis il y avait aussi, Georges en parlait, Jean Gall. Jean Gall, c'était quelque chose au CBC. C'était un très grand coach. Il y a tellement de choses qui me reviennent que ça serait très très long à raconter. Mais ce que vient de dire Georges, c'est vrai sur le niveau des étrangers à l'époque. Il y a eu des étrangers d'un niveau exceptionnel dans le championnat de France dans les années 75 jusqu'à 80, 85. C'était, comme disait Georges, c'était des joueurs qui sortaient de l'NBA ou qui avaient des carrières universitaires juste incroyables. Pierre, malheureusement, on est un petit peu jeune pour avoir connu tout ça, nous. Alors, on t'entend pas, Pierre. Alors, là, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Oui. J'allais dire, mais tu es un féru d'histoire et notamment d'histoire du basket. Ouais, enfin, j'imagine que tu aurais adoré speaker dans cette salle à l'époque. Oh, bah, c'est clair, surtout que j'ai rattrapé un peu l'histoire parce que du coup, quand j'y allais, même étant jeune, il y avait toujours les anciens avec plein d'affection. Quand je dis anciens, mais qui nous parlaient un peu de ce passé. Et même ma mère, qui n'était pas très basket, elle qui a grandi à Caen et qui était proche de la communauté sénégalaise, elle me parlait de Abdou Ndiaye, a.k.a. Adidas, d'Apollo Faye. Il y a un de mes coachs coéquipiers qui me parlait de Sabonis, qui était reparti avec les 2 cercles sous le bras puisqu'il avait cassé les deux paniers. Je crois que je dis peut-être une bêtise, mais je crois que Murozan était. Alors, il n'avait pas joué Caen, mais il avait joué contre Caen. Je dis peut-être une bêtise, mais le Georges Gisda Murozan. Et donc, oui, forcément, on voit cette époque. Donc, moi, j'ai connu l'époque peut-être un peu. Où on était en N2, mais c'était quand même cool de venir avec mon club de basket. On faisait des déplacements. On venait voir, c'était à l'époque de Boris Renaud, Nadir Naïdji, Hassan Sek. Et oui, effectivement, quand on sent cette histoire quand on arrive au Palais des Sports. Il y a Eric qui parlait du fait qu'il y avait de la fumée, que ça avait la cigarette, mais ça joue pour moi dans les côtés un peu vieillots des salles, ça joue dans l'ambiance. Je me souviens, pour faire un petit parallèle, de certains fans de Boston qui parlaient du Garden, mais du vieux Garden, où ils disaient ça sentait la saucisse froide, les frites et l'urine et la cigarette, mais on s'y sentait bien. Et je pense que c'est ça le charme des vieilles enceintes, un peu comme le Palais des Sports. Georges, Pierre faisait référence à Arvydas Sabonis qui avait effectivement cassé 2 paniers lors de son court passage au Palais des Sports de Caen. Vous étiez là, je crois, le jour-là, vous me le disiez il y a 3 semaines. Quel souvenir vous gardez de ça? Oui, je rejoins ce que dit Pierre par rapport à l'odeur de cigarettes et d'urine. À toute proportion gardée, je compare ça avec le vieux Chicago Stadium de Michael Jordan quand j'ai fait la finale pour la première fois sur place aux États-Unis en 91. Et c'est exactement le même sentiment et sensation que j'avais en rentrant dans cette vieille salle des années 20 historique, qui sentait mauvais, avec des vestiaires minuscules, avec des couloirs étriqués. À Caen, on avait de la place, c'était déjà très bien. Et je voulais dire une chose aussi par rapport au public, parce qu'après chaque match, il y avait une bonne 50aine de personnes qui m'attendaient devant la buvette
pour refaire le match tout de suite. J'ai commencé ma carrière de commentateur à ce moment-là parce que j'étais obligé de regurgiter et refaire le match avec 5 en plus des gens connaisseurs, hein, parce que ça faisait 10 ans qu'ils voyaient de haut niveau à Caen. Donc, toutes les questions étaient pertinentes, tactiques, c'était pas superficiel du tout. Et je me régalais à rester. D'ailleurs, souvent, je restais à boire des bières avec le tout dernier qui voulait quitter la salle avant d'aller enchaîner en ville avec un grand repas parce qu'on n'arrivait absolument pas à dormir après les matchs. On allait même en boîte de nuit pour déstresser. C'était l'hygiène de vie n'était pas pareil. Le nombre de matchs par semaine était moins important. Ouais. Mais bon, tout ça fait que ça me revient au fur et à mesure qu'on en parle. Et tout ça faisait partie de l'expérience, même en dehors du jeu lui-même. Alors, par rapport à Sabonis, c'est-à-dire en France, on a organisé le championnat d'Europe, ça devait être de quoi? 82, j'imagine. Et donc, le jeune Sabonis, 18 ans, était déjà pratiquement le meilleur joueur de la sélection soviétique qui était la meilleure au monde avec les Américains. Donc c'était un niveau pratiquement jamais vu en France. Et donc, eux, ils ont importé des paniers sur pied pour avoir les mêmes paniers dans toutes les salles par rapport à ce championnat d'Europe, par rapport au cahier des charges. Et le problème, c'est qu'en 2 jours d'affilée, Sabonis a cassé 2 des paniers. Donc, ils étaient obligés de redescendre les vieux paniers qui se repliaient vers le plafond, vous voyez, avec lesquels nous jouions. Et c'était des très bons paniers, beaucoup plus solides que les paniers sur pied que la FIBA avait importés. Et donc, ça me faisait rire avant tous les matchs suivants, parce qu'en fait, ils donnaient 3 paniers récents pour la salle, mais à partir du moment que vous en cassez 2, c'était plus possible d'utiliser le 3e, donc il fallait descendre les 2 paniers à l'ancien. Ils ont fini la compétition avec ces paniers-là que Sabonis n'a pas réussi à briser. Et Eric, avant d'embrasser une carrière professionnelle du côté d'Évreux, effectivement, tu as vu passer tu en parlais tout à l'heure, des joueurs totalement dingues, ouais, dans ce palais des sports pendant toute ta jeunesse. Oui, alors la liste serait longue, mais il y a eu des joueurs comme Gondrezic. Je ne sais pas si Georges se souvient de Gondrezic qui avait joué à NBA. Il y a eu Truitt. Alors on nous parlait de Norwood, Sandford. Alors moi, je vais parler des joueurs qui me reviennent comme ça quand j'étais minot. Il y avait Dan Sadlier. Je ne sais pas si Georges se souvient. C'était bien avant toi, Georges. Dan Sadler, Bob Riley. Il a joué une finale universitaire contre UCLA, ce jour-là. Incroyable. Et ouais, Bob Riley, tout le monde connaît Bob Riley. Bon, voilà, il y en a eu tellement qu'il y a eu des joueurs qui, comme disait Georges, qui sont passés à Caen, qui avaient joué à NBA, tout simplement. Notamment un joueur qui arrivait de San Antonio et qui avait fait une carrière à San Antonio, c'était Keith Edmondson, qui avait fini meilleur marqueur du championnat de France, qui était un joueur extraordinaire, qui est prêtre maintenant aux États-Unis. Non, il y a tellement de noms que si on avait un peu de temps, il y a plein de gens qui se reconnaîtraient à travers tous ces noms-là. Et on avait même joué une sélection NBA en match de pré-saison. Ça, c'était un de mes plus grands souvenirs parce qu'en fait, on faisait venir Stade Français et on faisait une mi-temps Caen contre la sélection NBA et une mi-temps Stade Français contre la NBA dans la salle de Caen. Je me souviens, j'ai mis 12 points. Je me suis dit, punaise, le rêve de ma vie, mettre 12 points contre des joueurs NBA parce que je n'avais absolument pas le niveau pour y aller. Et il y avait Michael Sugar Ray Richardson. Le coach de l'équipe, c'était John Thompson, le coach légendaire de Georgetown. Il y avait un joueur, John Williamson, qui avait marqué 20 points par match avec, je crois que c'était avec New Jersey à l'époque.
Dwayne Scales, il y avait que des joueurs réputés NBA dans une sélection. Mais je me souviens, ils sont arrivés à la salle, ils n'avaient pas d'équipement et pas de chaussures parce qu'ils imaginaient que c'était comme dans la NBA où vous arrivez et on vous offre votre maillot lavé avec des nouvelles chaussures et tout ça. Donc, à Caen, on n'était pas du tout préparé à ça. Donc, il fallait courir dans toute la ville pour trouver des chaussures de grande pointure pour ces joueurs NBA qui faisaient tous du 48 ou du 50. Donc, c'était une galère et la plupart des joueurs ont joué avec des chaussures trop petites. Donc, ça nous aidait peut-être. Ils étaient moins rapides. Et voilà. Mais bon, avoir une équipe avec des joueurs NBA dans la salle de camp. Et en plus, il y avait aussi le Maccabi Tel Aviv qui est venu avec Mickey Berkovitz, Tal Brody, les plus grands joueurs israéliens de l'histoire. Je me souviens aussi d'un match amical à Caen avec eux et aussi la Coupe d'Europe contre Partizan Belgrade où il y avait Obradovic comme joueur. C'était l'énorme coach de EuroLeague, meilleur coach de l'histoire de EuroLeague. Et Kikanovic qui, lui, par la suite, avait joué au Stade français. Donc le niveau était incroyable. Et pour revenir au Palais, le Palais a quand même vécu. Il y a eu le CBC a failli 2 fois d'être champion de France. Hein, et première fois perdu en 77 contre Villeurbanne, perdu de très peu également contre Le Mans en 79. Et on oublie de dire qu'il y a eu une demi-finale de Coupe d'Europe. À l'époque, c'était pas la Coupe Corac, c'était la Coupe Saporta, où le CBC a perdu en demi-finale dans le Palais des Sports contre Cantoux. Et j'y étais. Et c'était blindé. Ouais. Et tu avais 10, 11 ans, du coup, à ce moment-là, c'était en 77, il me semble, donc tu avais 11 ans. J'avais 14 ans. J'avais 13, 14 ans, et le coach était Jean Gall. Ouais. Ouais. Il y avait son frère aussi qui jouait, Pierre Gall. Et moi, je coachais Frédéric Forté dans le Palais des Sports chaque semaine en Poussin et en Benjamin. Et on était champion de Basse-Normandie les 2 années. Et son coéquipier était le fils de Lloyd King, le coach, donc ma 2e année. Oui. Et il était très fort, le fils de Lloyd. Donc lui, plus Frédéric Forté, vous imaginez le niveau en Benjamin, là. C'était du très haut niveau. On va faire un grand bond dans le futur, du coup, avec une photo que je vais essayer de vous montrer à l'écran, qui va rappeler bien des souvenirs à Eric et à Pierre, aussi peut-être un peu moins à Georges. Ça, c'est une photo de 2015, l'année où le Camp BC arrive enfin à s'extirper de la N2 pour remonter en N1. Ce dimanche après-midi-là, Eric, j'imagine qu'il est et qu'il restera gravé à jamais dans ton esprit et dans ton cœur, ouais. À jamais. C'est une photo que je regarde de temps en temps. C'était un grand moment après de longues années où on essayait de remonter le club. Et grâce au travail des dirigeants, de tous les bénévoles, grâce à Nicolas Batum également, qui a été un développeur d'énergie incroyable, on a réussi finalement, après avoir échoué au buzzer l'année d'avant, on a réussi à monter en N1. Voilà, donc c'est dans une salle pleine et c'est un moment gravé à jamais dans ma mémoire puisque j'étais président à l'époque et on était juste récompensé du travail qui avait été réalisé depuis quelques années. Pierre, là, on arrive sur des années qui nous causent un petit peu. Effectivement, la montée du CBC de N2 en N1, ça coïncide aussi un petit peu avec ton arrivée au micro au CBC. Tu dis souvent que voilà, l'atmosphère qui règne au sein de ce Palais des Sports est différente des autres salles. Toi qui as la chance de speaker à l'Astrobal dans des grandes salles en France, tu dis souvent que la plus belle ambiance est à Caen. Et pas que par chauvinisme. Non, pas que par chauvinisme. Pour revenir sur ce match, déjà, on se rendait compte à quel point il y avait une attente, à quel point Caen, et je parle vraiment de la ville de Caen, voulait que le CBC retrouve au moins la 3e division. Je me souviens de ce match où on était assis littéralement à 50 cm
du parquet et on devait ranger nos jambes quand il y avait les joueurs qui arrivaient pour pas qu'ils se blessent et pour pas qu'on se blesse non plus, parce que se prendre un pivot de 2,10 m à pleine vitesse, voilà. Mais c'était vraiment une ambiance de fou. Et sur ce match-là, j'étais pas encore speaker, même s'il y avait Thierry Godefroy qui m'avait vu à ce match-là, il m'avait fait faut qu'on parle, toi et moi. Voilà. Et oui, ça avait coïncidé. J'avais vu cette ambiance, j'avais vu cette salle. Je me dis, ce serait énorme d'animer là-dedans. Et en fait, quand on sent que cette énergie, cet amour du CBC, cet amour du public pour le CBC n'a pas bougé, que ce soit des années 70 jusqu'à maintenant, qu'il y a une attente, c'est un public aussi exigeant, il faut le dire. Comme le disait Georges, c'est un public connaisseur, donc ça parle basket. Et du coup, quand le CBC joue mal, comme c'est un public connaisseur, le public, il va faire la tronche ou il va peut-être même parfois siffler quand le CBC joue mal. Mais comme l'avantage que ce soit un public connaisseur, même quand ça va mal et tout ça, on a toujours ce public, on a toujours cette atmosphère qui, oui, est différente. On va, je pense, en parler par la suite, mais on va parler des playoffs de l'an passé, où moi, c'est des ambiances que j'ai vues à la télé, limite en Europe de l'Est, quoi, tellement c'était fou. Et c'est incroyable. Je pense que, justement, la base historique du CBC, tous les grands joueurs qui y sont passés, tous les événements qu'ils ont eu, font qu'il y a toujours cet affect du public pour le Palais et qu'il y a toujours cette ambiance si particulière qui fait de nous au moins le meilleur public de N1. Et Eric, Pierre parlait effectivement des playoffs de la saison dernière. Alors, j'imagine que tu avais les mêmes frissons à l'âge que tu avais l'année dernière qu'à 12 ou 14 ans quand tu es rentré pour la première fois au Palais. Ouais. C'est exactement ça, les mêmes frissons. Ce Palais, parce que en fait, ce Palais, moi, je l'ai au fond de moi. Hein. J'y suis allé depuis tout petit. Donc, effectivement, les playoffs de l'année dernière, ça me fait revivre plein de choses vécues en tant que joueur, en tant que gamin, quoi. Mais pour rebondir sur ce que disait Pierre sur l'ambiance du Palais des Sports, là, je vais lui tirer mon chapeau parce que Pierre, tu fais un travail exceptionnel par rapport à cette ambiance. Tu es pour beaucoup aussi actuellement dans cette ambiance au Palais des Sports, crois-moi. C'est pas pour faut pas que tes chevilles elles gonflent, mais sincèrement, tu fais un boulot tellement dingue que les gens en fait ils te suivent. Et si aujourd'hui les gens les playoffs l'année dernière, le public, il est aussi derrière les joueurs, mais il est derrière, il te suit toi parce que tu mets le feu dans la salle. Et oui. Ça me rappelle, je comprends parfaitement ce qu'il dit là parce que oui. Je me souviens très bien quand j'ai animé les matchs de Paris. À une époque, il y avait un coach grec qui s'appelait Elias Zouros, qui était vraiment un super coach qui a fait une super carrière par la suite. Et j'ai été devenu très ami avec lui. Et il me disait qu'un bon speaker dans un club professionnel, ça vaut 2 voire 3 victoires par saison. Oui. Ça, c'est une phrase avec énormément de signification. Bon, je ressentais que des fois, quand le match est serré, si vous pouvez pousser le public dans la bonne direction, ça peut aider l'équipe à se surpasser et à gagner un match qui éventuellement aurait pu être perdu, vous voyez. Donc, je pense que c'est exactement ce qu'Éric décrit. Bon, d'ailleurs, Tony Parker doit être d'accord avec toi parce qu'il a fait venir Pierre pour des gros matchs de Euroleague à Lyon et à Villeurbanne. Donc, je pense qu'il est reconnu pour son talent partout maintenant. C'est une certitude. C'est une certitude. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme disait Georges, le fait de relancer le public, on va prendre l'exemple type, c'était l'an passé, en quart de finale face à Poitiers, où on est à +9 ou +6 à la mi-temps, et on se retrouve à -9 après un troisième quart-temps horrible. Et le troisième quart-temps est tellement horrible que je me dis, justement, le public du CBC étant très exigeant, j'ai peur un peu de la réaction. Et entre le troisième et le quatrième quart, le public de lui-même décide de rester debout et fait un boucan pas possible et reste debout pendant tout le quatrième quart-temps. Et c'est ce fameux quatrième quart-temps où le CBC marque 35 points, où Carlo Naembo fait 5 sur 5 avec des paniers Stephen Curiesque à 8-9 mètres. Et c'était dingue. Et les joueurs ont dit, mais ce que ça nous a fait, parce que le public, en fait, parfois le public ne se rend pas compte, mais quand on est en fin de saison, quand les physiques commencent à tirer,
Mais quand on a 3000 personnes qui crient notre nom ou défense, mais c'est ça qui sert de stamina, d'endurance en plus. Et ça avait été dingue. Et l'autre anecdote, c'est La Rochelle, où déjà, même en préparation de ce match, on était blindé à 3000 personnes et on a dû refuser 3000 personnes. On aurait pu remplir 2 palais, tellement il y a eu de demandes. La Rochelle, à un moment, je ne peux pas dire le nombre de décibels, sinon on va avoir des problèmes de préfecture, mais il y a quelqu'un qui a mesuré les décibels du public et on aurait pu avoir des problèmes parce que le volume sonore était dangereux. On avait les tympans qui vrillaient et on n'avait même plus besoin de mettre de musique et tout ça. C'était impressionnant. Et d'ailleurs, lors de la présentation des équipes, à un moment, je présente La Rochelle et au moment de présenter le CBC, mon micro me lâche. J'ai plus de micro. Je me dis non, pas maintenant, pas aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est le public qui de lui-même s'est dit il a un problème. Et le public est resté debout et a fait un boucan pas possible pour accueillir les joueurs. Je fais c'est bon, on a gagné. C'est bon, on gagne. C'est bon, on a gagné. Pierre, tu répètes souvent une phrase que moi j'aime beaucoup. Tu dis que tu es là pour embellir une soirée de victoire et tu es là pour rendre plus joyeuse ou en tout cas moins triste un soir de défaite. Ouais. Oui, c'est ça en fait, effectivement, le rôle d'un speaker. Et puis même dans le basket fait partie de ces sports. C'est même peut-être le sport où on va pas voir qu'un match, c'est un show. Quand on va en NBA, le match, il représente quoi? Allez, 40% de la soirée. À côté de ça, il y a les jeux de lumière, il y a les pom-pom girls, il y a les mascottes, il y a les animations, il y a les jeux. Et en fait, moi, il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant moi, je suis venu à ce match, je connais rien au basket, mais j'ai passé une superbe soirée, les animations sont cool, la mascotte est cool. Et c'est très important, voilà, et ça permet justement des personnes qui forcément n'avaient pas forcément un gros affect pour le basket, et ils se disent on va revenir parce qu'on passe des bonnes soirées. Et c'est le but, c'est effectivement vraiment le but, ma présence, mais aussi celle de la mascotte. Le basket, c'est un show. On le voit on le voit en NBA, bien sûr. Et maintenant, de plus en plus de clubs comprennent ça. Comme disait Georges, maintenant, c'est très important professionnellement maintenant d'avoir un speaker, déjà qui connaissent le règlement, mais qui peut amener une bonne ambiance. Parce que si à un moment, imaginons, l'équipe se prend 30 points et joue incroyablement mal, faut trouver quand même, donner des raisons au public de revenir quand même. Mais ouais, pour moi, c'est important ce côté chaud, ce côté familial pour, comment je pourrais dire, un peu pour fidéliser le public et pour créer un affect autour du CBC. Tu disais récemment, Pierre, le Palais des Sports, c'est une maison que je ne retrouverai pas à la rentrée. Et Eric, j'imagine que ce terme de maison ou de deuxième maison, en tout cas, c'est sans doute quelque chose que tu as peut-être employé au cours des 40 dernières années en parlant de ce Palais des Sports. Ouais. C'est ça. Voilà, cette maison-là, je l'ai quittée au play-off l'année dernière. J'y suis pas retourné cette année. J'irai vraisemblablement au nouveau Palais des Sports. Ça fait bizarre de savoir que voilà, il y aura plus de matchs au Palais des Sports, sauf pour les jeunes, bien évidemment. Mais il fallait que, par rapport aux ambitions de ce club, il fallait qu'il y ait un nouvel outil par rapport aux exigences du haut niveau. Aujourd'hui, malheureusement, le club ne pouvait pas continuer à travailler, même si ce Palais des Sports reste très très bien quand même, vu son âge. Mais au vu des ambitions du club, aller s'expatrier à 100 mètres juste à côté dans un outil tout neuf, c'est quand même pas mal. Hier, on est jeudi, là. Demain soir, il y a un match de play-off du CBC face à Orchies, le premier match des huitièmes de finale, le match 1 en tout cas. Pour la première fois cette saison et pour la première fois de l'histoire du CBC, ce pourrait être le dernier match du CBC. Les joueurs ne veulent pas en entendre parler. J'imagine que le speaker que tu es ne veut surtout pas entendre parler de la possibilité que ce soit le dernier. Ouais. Alors que ce soit le dernier. Alors oui et non, je m'explique parce que ça joue, faut aussi savoir trouver les bons mots pour le public et justement dire, mesdames et messieurs, ça peut être le dernier match, ça peut être le dernier match. Les gens se disent oui, bon du coup on va on va mettre un bon coup de bambou quoi. Donc moi bien sûr j'ai absolument pas envie que ce soit le dernier match, ce ne sera pas le dernier match donc de toute façon et faut retrouver cette ambiance l'an passé qui
l'an passé, ce qui nous fait mal, c'est de ne pas avoir l'avantage du terrain vers la fin, parce que, je le dis, et même les équipes adverses le disaient, gagner à Caen l'an passé en play-off était impossible. Était vraiment impossible. Et il faut retrouver, là, voilà, mon défi et le défi du public, ça va être de retrouver ça. Donc, oui, ça risque d'être le dernier match, donc on va jouer un petit peu là-dessus. Mais justement, on va jouer là-dessus en disant au public, est-ce que vous voulez que ce soit le dernier match? Et que le public dit, non, 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 non. Voilà, va falloir les énerver un peu, les titiller. Georges, on va conclure avec vous. J'ai lu pas mal d'interviews que vous avez accordées ces dernières années. Très souvent, vous disiez que ces 2 ans passés au CBC étaient les plus belles dans votre carrière de joueur. Alors, j'imagine que c'est aussi, et en grande partie dû à l'environnement et à ce public canet. Ah oui, totalement. En fait, c'est parce que j'ai joué que 5 saisons en première division et les 2 saisons à Caen étaient de loin mes meilleures. Donc ça, personnellement, ça représente 2 ans où j'ai été, même en équipe de France A' pour 2 sélections, que j'aurais jamais pu rêver de faire ces choses-là, ou mettre 30 points dans un match de première division, plusieurs fois plus de 20, etc. Tout ça sur la ligne à 3 points. Donc, que des grands souvenirs. Le public, comme j'ai dit, connaisseur, qui m'accueillait dans son sein, comme si j'ai été un vieux de la veille. Les grands coachs, les dirigeants, Charlie Badash, mon président à l'époque, qui était franchement très chaleureux, très honnête. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu rester plus longtemps. J'ai été idiot d'aller chercher un gros contrat à Nice avec un salaire largement supérieur qu'après 3 mois, ils ont refusé de me payer. On était à l'époque de l'amateurisme bidon. On suffisait de perdre 3 ou 4 matchs et le chèque à la fin du mois n'arrivait pas. Donc, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Mais bon, tout ça pour dire que ce Palais des Sports restera probablement l'enceinte où j'ai réussi mes plus grands moments de basketteur. Et aussi en tant que coach des jeunes, comme j'ai dit, Frédéric Fortet, mais après j'ai coaché les juniors en Coupe de France. On est allé en demi-finale. Moi, je ne pouvais pas rester tranquillement chez moi à attendre l'entraînement du jour. Il fallait que je coach les jeunes, que je participe. J'ai écrit des articles dans le journal du club. Et ça aussi, ça m'a préparé pour la suite de ma carrière de journaliste. Je ne le savais absolument pas à l'époque. Donc, mon côté bavard et tout ça était parfaitement utilisé par le club de Caen à tous les niveaux. Et je les remercie encore aujourd'hui. Super. Et Eric, là aussi, pour conclure, tu le disais tout à l'heure, il y a un très bel outil qui attend le CBC et son public dans les mois à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surtout pas être nostalgique? Non, il faut pas. Comme disait Georges et Pierre, ce Palais des Sports, il a fait entre guillemets son temps par rapport aux nouvelles exigences du haut niveau d'aujourd'hui. On y gardera des souvenirs incroyables. On parlait de la montée, la photo que tu nous as fait voir tout à l'heure. On parlait des playoffs de l'an dernier, mais il y a eu tellement de moments comme ça dans ce Palais des Sports au cours de ces 50 dernières années. Parce que je vous dis, moi, j'ai participé au match de Coupe d'Europe. J'étais tout minot au final des championnats de France contre Villeurbanne, contre Le Mans. C'était pareil, c'était exactement dans la même dimension. Voilà, il a fait son temps. Il y aura toujours du basket au Palais des Sports. Et c'est bien que ce soit les jeunes qui y jouent. Je trouve ça génial. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Et je trouve que cette nouvelle outil va être quelque chose d'incroyable pour ce club. Voilà, il va falloir bien l'utiliser, mais il va falloir aussi avoir des résultats, bien évidemment. Et quelle infrastructure formidable pour les jeunes de Caen. Vous pouvez créer une sorte de centre de formation ou école de basket autour de cette infrastructure traditionnelle et légendaire. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tous les clubs, ça. Ça, exactement, Georges, tu as raison. C'est exactement ça. Le mot de la fin pour toi, Pierre, je sais pas, est-ce que je peux te demander éventuellement de nous faire soit l'entrée du public au Palais des Sports, soit une sortie du public au Palais des Sports? Alors, oui, il n'y a pas de souci. Alors là, par contre, j'ai juste une petite question. On parlait d'un gros chèque qui attendait Georges à Nice la dernière fois, enfin, il y a quelques
combien pour le faire revenir au palais pour l'inauguration du CBC. Voilà, qu'ils me disent le prix et son prix sera le mien. Ah bah, je vous ferai un prix d'amis. Ah, Je ne peux pas te dire la somme, mais je ne serai pas du tout dur en négociation par rapport à ça. et du coup, bah, merci beaucoup, Georges. Et du coup, and now, ladies and gentlemen, on fait du bruit pour le camp basket Calvados. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour tout ça. Ah, j'aurais rêvé d'avoir une voix pareille. C'est juste la voix la plus connue de la voix qui incarne le basket en France. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Georges, c'est la voix la plus connue dans le basket. Ouais. Je confirme. Ah ouais, genre waouh. Merci beaucoup pour tout ça, messieurs. De rien. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Plaisir beaucoup. également. Au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt.